Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Une heureuse enfance. Ma famille. Je suis né le 15 juin 1942. Ma mère m'a avoué plus tard qu'elle désirait un garçon, mais quand elle m'a vu, contrairement à la coutume, elle m'a aimé beaucoup. Je suis né dans une famille musulmane. Mon père Metwoli était officier de police, gradué en 1932 de l'Académie de police. À cette époque, l'Égypte était gouvernée par le roi Farouk et il n'était pas possible à un père ordinaire d'envoyer son fils dans un collège important tel celui de la police ou de l'armée, à moins d'avoir été gratifié du titre de bey ou de pacha, équivalent respectif de sir et de lord. Mon grand-père, Metwoli Bey Bayoumi, était un contracteur général et possédait plusieurs bâtiments résidentiels. Dans le quartier de Sayeda Zainab au Vieux-Caire, il existe une rue qui porte son nom et où se trouvent la plupart de ses immeubles. Il ne fut pas difficile à mon grand-père d'acheter au palais royal le titre de bey ou celui de pacha, ce qui autorisa mon père d'entrer à l'académie de police, ou école de police comme on l'appelait alors. Ma mère était fière d'être la femme d'un officier de police, ce qui signifiait que son mari appartenait à une famille riche et bien établie. Ma mère, Fatma Mohamed Beali, ainsi nommée dans mon certificat de naissance, ne se souvenait pas de son père, mais se souvenait bien de mon grand-père paternel. Il était de grande taille, maigre et avait l'habitude de porter une djellaba ou longue chemise avec un par-dessus. Il avait l'habitude de tenir une canne où son nom était gravé en lettres d'or. J'aimais mon grand-père car c'était un être chaleureux, riant toujours avec sa grosse voix qui ne m'effrayait pas car je savais qu'il m'aimait. Nous lui rendions visite pendant les vacances. La profession de mon père l'obligeait à changer souvent de résidence. Mon certificat de naissance mentionnait que je suis né dans un village du nom d'Arab El Ataoula, près de la ville d'Abnoub en Haute-Égypte. Mon père était le chef de police de ce village, et pour lui témoigner du respect, je fus enregistré sous le nom de Lady Naed Mahmoud Metwoli. À ma naissance, j'avais 2 sœurs et un frère. Ma sœur aînée avait reçu le prénom de Kadria car née la veille de la fête musulmane nommée El Qadr. Ensuite vint mon frère Mohamed, puis ma sœur Siam. Après moi vint une autre fille prénommée Nadia. Nous allions donc chez mon grand-père au Caire pendant les vacances et les jours de fête. En notre honneur, mon grand-père faisait tuer pour nous un agneau, et aussi des pigeons et préparait nombre de plats délicieux. Il était le premier à quitter la table, car personne n'aurait osé le faire avant lui. Il allait alors dans sa chambre et ouvrait son coffre-fort. Il y gardait de vieux fez remplis de pièces d'or et d'argent rangées sur des tablettes. Il appelait alors chaque enfant et lui donnait de l'argent. Je savais à l'avance ce qu'il allait me donner. J'aimais beaucoup les fêtes musulmanes, tant la petite fête qui clôturait le mois de jeûne du Ramadan que la grande fête appelée la fête du sacrifice. Avant la petite fête, ma grand-mère avait l'habitude de cuire une énorme quantité de gâteaux qu'elle distribuait aux parents et aux voisins qui vivaient dans la même rue que nous. Elle donnait aussi à chacun de nous un petit morceau de pâte auquel nous donnions la forme que nous désirions. La boulangerie était située dans la même rue où mon grand-père vivait, et il en était le propriétaire. J'avais l'habitude d'accompagner les domestiques qui portaient la pâte pour observer la cuisson. À notre retour, ma grand-mère saupoudrait de sucre la pâtisserie avant de la distribuer aux parents et aux voisins. Un malheureux incident. Pour la grande fête, celle du sacrifice, mon grand-père nous réveillait tôt pour voir les agneaux en train d'être égorgés et dépiotés. Ce spectacle m'effrayait, et j'avais l'habitude de fermer les yeux ou de couvrir mon visage de mes mains. Au cours de l'une de ces fêtes, tandis que j'avais les yeux fermés, je sentis un liquide chaud sur mon corps. J'ouvris les yeux pour constater que le sang d'un agneau avait éclaboussé mon habit neuf, ma jambe et mes chaussures. J'étais horrifiée, et je me mis à pleurer. Ma mère m'amena loin de la scène, enleva mon habit, le lava, le sécha et le repassa. Je pleurais amèrement, et jusqu'aujourd'hui, je ne puis supporter de voir un animal se faire égorger. Je m'abstiens aussi de manger de la viande. Mon grand-père essaya de me faire oublier ce qui était arrivé. Il m'acheta un habit neuf et cher. Oui, jusqu'à ce jour je me souviens de cette scène où le sang a giclé sur ma jambe, mes habits et mes chaussures.
J'ai aussi perdu la joie de la fête du sacrifice, à l'occasion de laquelle mon grand-père distribuait une livre en or à chacun de nous, y compris à ma mère et mon père. Tout ce qui m'en reste est le souvenir de cet incident. Mais depuis, je ne fus plus invité à observer le rituel de l'agneau égorgé. Le décès de mon grand-père. Quand mon grand-père mourut, nous ressentîmes tous une grande perte. J'étais très triste et me demandais pourquoi nous naissions, grandissions, vieillissions puis mourions et où nous allions après la mort. Nous avons accueilli la nouvelle de sa mort avec beaucoup de tristesse. Nous partîmes en toute hâte au Caire. Dans sa maison, je vis une scène horrible que je n'oublierai jamais. Un grand nombre de femmes toutes vêtues de noir, pleurant et se lamentant à haute voix. Parmi elles, ma grand-mère, mes 3 tantes paternelles et les épouses de mes oncles. Ma grand-mère en particulier avait un visage pâle et des yeux creux. C'est l'aîné de mes oncles qui recevait les condoléances, car il travaillait avec mon grand-père dans la construction. Sa femme était une personne aimable, et elle avait le cœur brisé car elle n'avait pas d'enfant. Mon autre oncle, le docteur Ahmad, était là aussi. Il était chirurgien à Sayeda Zeynab. Il avait une clinique équipée des instruments les plus modernes. Mon grand-père l'avait envoyé en Grande-Bretagne pour y étudier et travailler. Il obtint là ses diplômes et y excella. Je n'oublie pas la pancarte aux grandes lettres noires sur sa porte. Clinique du docteur Ahmad, Metwoli. Bayoumi, gynécologue et chirurgien, diplômé du Collège des chirurgiens de Grande-Bretagne. Il était marié à une très belle femme d'une famille noble appelée Al-Abbazia. Les autres femmes de la famille la jalousaient. Je la voyais assise toute seule sans dire un mot et pleurant amèrement. Aussitôt arrivée, ma mère se hâta de rejoindre les autres femmes qui se lamentaient pour ajouter ses lamentations aux leurs. Je ne voulais pas voir ma mère dans cet état, ni entendre ses pleurs. Quant à moi, je pleurais bruyamment avec ma petite sœur Nadia qui était plus jeune que moi de 2 ans et demi. La femme de mon oncle Mohammad nous amena alors toutes les deux dans une chambre tranquille de l'étage supérieur. Elle nous donna des bonbons et des jouets. Elle était bonne et nous sentions qu'elle nous aimait tendrement, elle qui n'avait pas eu d'enfant. Je n'oublierai jamais comment elle nous embrassait. Aucune autre femme ne s'était souciée de nous. Cet état de tristesse continua pendant toute une semaine, qui fut pour moi la plus longue de ma vie. J'espérais que personne d'autre n'allait mourir afin de n'avoir pas à revivre cette semaine. Pour moi, la mort était comme un épouvantable cauchemar. Je me demandais encore pourquoi mon grand-père était mort, et pourquoi j'étais privée de son amour et de sa compassion. Jouirais-je jamais du goût de la fête comme lorsqu'il vivait ? La famille de Metwoli Bayoumi connaîtra-t-elle encore les rassemblements du temps où il vivait ? Je me posais beaucoup de questions. La conclusion, c'est que la mort est effrayante. Pour moi, mon grand-père n'était pas le seul touché par la mort. La mort m'a aussi privée de notre servante Kadra. Son vrai prénom était Fatma comme ma mère. Mais celle-ci n'accepta pas qu'elle porte le même prénom qu'elle, et elle le changea. Ma mère était une très belle femme à la peau claire, à la physionomie bien dessinée et de taille moyenne. Elle avait des cheveux bruns et de beaux yeux bruns. Une apparence et une élégance à couper le souffle. Ma mère se vantait d'être d'origine turque, de laquelle elle tenait sa beauté, cette beauté qui a fait que mon père l'a épousée quand elle avait environ 15 ans. Celui qui voyait ma mère avec nous, ses filles, nous prenait pour des sœurs. La famille est transférée à Port Saïd. Mon père fut transféré à Port Saïd, où il devint l'officier de police du port. Nous demeurâmes dans une maison près du port, et qui donnait sur la mer. Mon père avait l'habitude de m'accompagner au port, où j'aimais voir les grands bateaux de commerce et leurs mouvements incessants. Les commandants des navires nous offraient des présents de valeur. La plupart allaient à ma mère dont mon père vantait la beauté et l'élégance. Il choisissait les présents qui lui convenaient tels la poudre pour le visage, des parfums, des habits de soie et des bijoux. Un jour, je remarquai que ma mère avait un gros ventre. Elle m'apprit qu'elle était enceinte, et me demanda de prier pour que le bébé soit un garçon. Pourquoi un garçon ? Un garçon est-il mieux qu'une fille ? Je n'étais pas contente de ce qu'elle me dit, mais je ne pouvais alors exprimer mes sentiments. Nous attendîmes l'arrivée de l'enfant et un matin, je me réveillai aux cris de ma mère. Je détestais ces cris qui me rappelaient le décès de mon grand-père.
Mon père était hors de la chambre à coucher et mon oncle, l'obstétricien, le docteur Ahmad était à son chevet avec une infirmière. Notre servante, Kadra, faisait la navette entre la cuisine et la chambre à coucher, transportant des vases d'eau chaude et autres objets nécessaires. J'entendis finalement de grands cris de joie. Ma mère, selon son désir, mit au monde un garçon qui fut prénommé Ahmad. Mon père fit une grande fête pour la famille et les voisins pour célébrer cette naissance. Notre famille était donc composée de 8 membres, mon père, ma mère, mes sœurs Kadria, Siam, moi et Nadia, mes frères Mohammad et Ahmad. J'entrai dans la chambre à coucher de ma mère, dès que la permission nous en fut accordée. Je trouvai Ahmad dormant sur le sein de ma mère. Il lui ressemblait beaucoup. Je voulus le prendre dans mes bras, mais ma mère cria, et m'interdit même de m'approcher de lui. Je partageais la joie de mes parents, mais une question se posait. Pourquoi toute cette joie provoquée par la naissance d'Ahmad? Était-ce parce qu'il était un garçon? Pourquoi mes parents ne se sont-ils pas réjouis autant de la naissance de chacune de leurs filles? Bien que je fusse la favorite de mes parents, je sentais qu'ils aimaient Ahmad plus que moi. La mort tragique de notre servante Kadra. Le temps passa à Port Saïd, lorsqu'un jour je me réveillai avant l'aube au cri de ma mère. Je trouvai ma sœur aînée Kadria, qui était mon aînée de 9 ans, qui fermait la porte de notre chambre à coucher et nous empêchait de la quitter. C'était une grande chambre avec 2 grands lits, l'un pour moi et pour ma sœur Siam, l'autre pour mes sœurs Kadria et Nadia. J'entendis aussi mon frère Mohammad sortir précipitamment de sa chambre, puis fermer la porte de la cuisine. Avec les cris de ma mère, j'entendis ceux de Kadra la servante. Mon père était au travail. Qu'arrivait-il donc? J'entendis les sonneries de la voiture des pompiers, et celle-ci s'arrêta en face de notre maison. Je compris ce qui se passait surtout quand la fumée envahit la chambre à coucher. Les pompiers éteignirent le feu à la cuisine. Les cris de ma mère s'arrêtèrent mais non ceux de Kadra. J'aimais beaucoup Kadra. Pourquoi criait-elle ainsi? Que lui était-il arrivé? Une ambulance emporta Kadra, mais les pompiers restèrent longtemps pour chercher la cause de l'incendie. Nous fûmes autorisés à quitter notre chambre à coucher. Je me précipitai chez ma mère, qui nous apprit ce qui s'était passé. Kadra s'était réveillée tôt ce jour-là pour laver le linge. Elle alluma une chaufferette au pétrole pour faire bouillir l'eau. La chaufferette explosa et le feu l'atteignit. Elle ne put éteindre le feu, et se précipita dans la chambre à coucher de ma mère qui se mit à crier et la repoussa vers la cuisine. Ma mère essaya en vain d'éteindre le feu, et elle se mit à appeler à l'aide. Les voisins l'entendirent et alertèrent les pompiers et les ambulanciers. Kadra mourut à l'hôpital. Nous étions tous sous le choc. Mon père, alerté par téléphone, arriva, la peine et la tristesse sur son visage. Il était passé par l'hôpital pour voir Kadra. Je lui demandai de ses nouvelles. Je désirais la voir. Il garda le silence puis nous apprit son décès. Cette nouvelle était terrible et nous nous mîmes tous à pleurer. Ma mère essaya de calmer la situation en me disant « Viens voir Ahmad, viens le porter mais cesse d'abord de pleurer. » Je ne pouvais oublier Kadra que j'aimais beaucoup, elle qui nous racontait des histoires pour nous préparer à dormir. Je me demandais « Pourquoi mourons-nous ? Pourquoi la mort nous arrache-t-elle des êtres chers tandis que nous sommes encore en vie ?» J'ai grandi, la crainte de la mort m'habitant. À l'école primaire. Je grandis et j'allais à l'école primaire avec ma sœur Siam, mon aînée de 3 ans. Sur le chemin de l'école, nous rencontrions des soldats britanniques. Nous avions l'habitude de les saluer, en leur disant « Hello ». Ils semblaient contents d'entendre notre salutation, et ils y répondaient. Ils nous donnaient parfois des bonbons pour nous plaire, sachant que leur présence en Égypte n'était pas bienvenue. J'aimais beaucoup l'école et j'excellais dans les études. Cela était dû à mon intelligence, comme on me le disait, et à cause de l'attention que mon père m'accordait. Il s'asseyait à côté de moi pour m'expliquer les sujets d'études, et les discuter avec moi. Il allait régulièrement à l'école, pour s'enquérir de mes progrès. Mon père était un homme au cœur chaleureux, toujours souriant. Toutes les personnes qui avaient affaire à lui l'aimaient. Durant les vacances, il m'amenait souvent au port, ce que j'appréciais. J'aimais observer les bateaux entrant au port ou en sortant. Mon père était mon ami. Il était croyant.
Il accomplissait les 5 prières rituelles et lisait le Coran. Il avait jeûné le mois de Ramadan, et parfois le lundi et le jeudi. Un jour je lui demandai « Pourquoi mourons-nous » Il me répondit que c'était la loi de la vie. « Où allons-nous après la mort » lui demandai-je. Il répondit que les bons vont au paradis rempli de joie, et les mauvais en enfer. « Où ira mon grand-père » Il répondit « Au paradis certainement. » C'était un homme bon. Il jeûnait, priait et faisait l'aumône aux nécessiteux. Il accomplit aussi 2 fois le pèlerinage. Je lui demandais encore « Où ira Kadra la servante » Il répondit qu'il ne le savait pas. Kadra était bonne et honnête, mais elle ne jeûnait pas et ne priait pas. Que Dieu la prenne en pitié et lui donne le paradis. Cette réponse me peina et je me dis que je devrais prier, jeûner et faire l'aumône pour aller au paradis et y voir mon grand-père et peut-être aussi Kadra. Mon père enracina en moi l'amour du bien, et m'enseigna qu'il y a un paradis pour les bons, et un enfer au feu éternel pour les mauvais. Il enracina aussi en moi la crainte de Dieu, et la certitude d'un jour de jugement universel. La crainte de Dieu cohabita en mon cœur avec la volonté de faire le bien qui m'assurerait l'accès au paradis. La crainte de la mort habitait aussi en moi, ainsi que l'idée des 2 anges qui me jugeraient après la mort. Comme conséquence, chaque fois que j'étais malade, je demandais si j'allais mourir. Je me disais que je ne désirais pas mourir maintenant, n'ayant pas accompli tout le bien qui me garantirait le paradis. Pour moi, mon père était un grand homme. J'aimais le temps que je passais avec lui. Ses paroles étaient gravées dans mon cœur. Je ne ferai jamais une mauvaise chose pour ne pas déplaire à Dieu, et je ferai le bien autant que possible pour aller au paradis. Malgré cela, la mort m'était terrifiante. Elle m'a privé de mon grand-père et de Kadra. Je ne supporterais pas de perdre un autre membre de ma famille. Nous vécûmes 5 ans à Port Saïd. Les débuts avaient été tristes et pénibles. Mais le temps était capable d'effacer ces impressions. J'étais heureuse de vivre. J'étais traitée d'une manière privilégiée par mon père qui était aussi mon ami, et par ma mère bien-aimée qui était si belle. Je me sentais heureuse chaque fois que quelqu'un trouvait que je ressemblais à ma mère. Je rêvais du temps où j'aurais assez grandi pour être une belle jeune fille. J'avais alors 8 ans et un long chemin à parcourir. La famille se déplace à Chebin el-Kanateur. Mon père fut promu au rang de major et muté dans la petite ville de Chebin el-Kanateur, dans la province de Kaliobia. Il devint l'assistant du commissaire. Nous vécûmes dans une vaste maison entourée d'un grand jardin, planté de toutes sortes d'arbres et de fleurs. Je jouais chaque jour dans ce jardin avec mes sœurs Siam et Nadia, ainsi qu'avec mon jeune frère Ahmad. Un agent de police nous accompagnait. Il était chargé de petites tâches comme celle de nous amener à l'école, et de nous accompagner partout où nous devions aller. Il s'appelait oncle Sayed. Un très brave homme qui nous aimait et jouait parfois avec nous. Il avait l'habitude d'amener avec lui son fils Fawzi, qui était de notre âge, pour jouer avec nous. Ma sœur aînée Kadria restait à la maison. Elle était très belle. Je me souviens que presque chaque semaine, elle recevait une demande en mariage qu'elle refusait. Je ne sais pourquoi, comme j'étais jeune, je n'osais pas m'informer à ce sujet. Ma sœur Siam était elle aussi très belle, grande de taille, la peau claire. Ma mère lui tressait les cheveux qui lui arrivaient à la taille. Siam était très gentille. Elle était chargée de nourrir notre frère Ahmad et de prendre soin de lui à son retour de l'école et jusqu'à ce qu'il s'endorme. Siam, de 3 ans mon aîné, et moi, terminâmes en même temps l'école primaire car mon père m'avait beaucoup encouragé dans mes études. Nous reçûmes le certificat de la fin du primaire en 1952. J'étais la plus jeune récipiendaire de toute l'école. Siam et moi étions obligés de fréquenter l'école intermédiaire dans une ville du nom de Kaliob, plus importante que Chebin el-Kanateur. Nous prenions le train chaque matin pour Kaliob et parfois un taxi commun. Oncle Sayed nous accompagnait jusqu'à la gare et nous attendait jusqu'à ce que nous montions dans le train. Tout le monde dans le train nous connaissait et nous traitait avec égard. Sur le chemin du retour, nous nous asseyions avec d'autres filles dans un jardin près de la gare et mangions les sandwichs que ma mère nous avait préparés. Nous nous asseyions sous un framboisier près d'un petit canal. La scène était belle avec les branches de l'arbre qui s'inclinaient jusqu'à toucher l'eau du canal qui coulait avec sa couleur boueuse,
surtout quand le niveau du Nil était élevé. Le sol était couvert d'un tapis d'herbe verte, et l'odeur de la brise était saisissante. Ma sœur Siam grimpait au-dessus du petit canal, et nous apportait du champ des oignons verts. Elle me portait sur ses épaules, car j'étais maigre et légère pour que je cueille des framboises. Je grimpais parfois sur les branches. Quel temps merveilleux nous avions! J'ai tellement joui du temps de Sheba Elkanateur. Je me rappelais toujours que la nature est la création de Dieu que j'aimais et craignais. Je voyais son œuvre dans tout ce qui m'entourait. Il jugera toutes mes actions, en conséquence de quoi il m'enverra au ciel ou en enfer. J'avais toujours peur de mourir et de le rencontrer. J'imaginais Dieu comme une personne d'une haute stature, grand et gros, avec des yeux et une voix effrayants. Je pensais que ses bras étaient plus forts qu'un marteau de fer, et que ses pieds écrasaient tout ce qu'il rencontrait. Non, ô Dieu, je ne veux pas vous rencontrer ni même imaginer qui vous êtes. Je souhaitais ne pas mourir pour ne pas vous rencontrer. Mais pour échapper à votre courroux, j'essaye de faire le bien autant que possible. La famille se déplace à Minya El-Kam. Nous demeurâmes 3 ans à Sheba Elkanateur et un jour, au retour de l'école, je vis oncle Sayed se tenant à la porte de notre maison, portant une grande carafe de sirop rouge. Beaucoup de gens se tenaient autour, buvant de ce sirop. Oncle Sayed était heureux et il me dit « Vous allez nous manquer, mademoiselle Naed ». Il m'expliqua que mon père était promu colonel et était muté à Minya El-Kam pour y travailler comme commissaire. Je jubilais car à cette époque, un commissaire était comme un roi à la station de police et les maires tout autour de la cité rivalisaient pour lui plaire. Mais j'éprouvais de la tristesse à l'idée de quitter l'école que j'aimais et la course en train, le framboisier, le canal et tout le reste. Cependant, mon père va être le commissaire de Minya El-Kam et j'aurai peut-être du bon temps là aussi. Avec l'aide de quelques agents de police, ma mère prépara le déménagement. Nous étions tous heureux de ce transfert dans cette nouvelle cité qui était plus grande que Sheba Elkanateur et pas très éloignée du Caire. Mon père revint du travail et se mit à aider ma mère. Je n'avais jamais vu autant de joie sur son visage. Il me demanda si j'étais heureuse et je lui répondis « Bien sûr, papa ». Il me dit qu'il y avait une école intermédiaire dans la nouvelle cité et que nous n'aurions plus à prendre le train. Je ne répondis pas à mon père. Je pensais que le train allait me manquer ainsi que le bon temps passé sous le framboisier avec le chant des oiseaux et le bruit des animaux dans les champs, ces chants si beaux avec la caresse de la brise. Je n'exprimais à personne mes sentiments naïfs pour n'attrister personne. Le lendemain matin, un gros camion vint charger nos bagages et nos meubles. Puis, une voiture de police vint nous prendre pour la nouvelle cité Minya El-Kam. Je regardais par la fenêtre du car, tout ce que j'allais perdre. Je disais adieu à la place que j'aimais, le centre agricole où nous avions l'habitude de jouer, la gare du chemin de fer, notre grande maison où ma jeune sœur Esmat était née, elle qui me ressemblait au point qu'on l'appelait la petite Naed. Nous arrivâmes à Minya El-Kam, une belle cité avec de grands immeubles et des rues larges et propres. Elle était vraiment plus belle que la cité précédente. Nous arrivâmes à la maison du commissaire. Quelle surprise! Une grande maison à l'allure d'un palais. Elle avait des escaliers en marbre blanc. Une maison à 2 étages. À l'étage inférieur, 2 pièces. L'une spacieuse pour les fêtes et les célébrations. La seconde, un peu moins vaste, contenait de nombreux sièges. Une immense cuisine et une salle de bain pour les hôtes. Les escaliers menaient à l'étage supérieur où nous devions vivre. Un beau jardin entourait la maison. Les policiers attendaient notre arrivée, avec le député et sa femme. Ils avaient préparé une fête pour nous accueillir. Après le repas, ils nous quittèrent. Quelques policiers transportèrent nos effets à l'étage supérieur. Je parcourus les nombreuses chambres avec mes sœurs Siam et Nadia pour choisir notre chambre à coucher. Je préférais avoir ma propre chambre. Cependant, ma mère et ma sœur aînée Kadria décidèrent que Naed, Nadia et Siam occuperaient une chambre et que mes frères Mohammad et Ahmad en occuperaient une autre. Quant à Kadria, elle aurait une chambre pour elle seule. Mon père et ma mère choisirent une grande chambre. Ma tristesse disparut graduellement, et je m'habituai à la nouvelle maison. Le lendemain matin, un policier vint nous accompagner à l'école intermédiaire, moi et Siam, et nous présenter à la directrice qui nous attendait.
Un autre policier prit Nadia et Ahmad à l'école élémentaire. Mon frère Mohammad refusa de se faire accompagner, et il alla tout seul à l'école. Le temps passa et j'aimais Minia El-Kam probablement plus que Sheba El-Kom. Ce qui accrut mon bonheur, c'est que cette cité avait un club de gymnastique. J'aimais aussi mon école, et tout ce qui m'entourait. Beaucoup de jours paisibles et beaux s'écoulèrent. Nous étions respectés par tout le monde. Nous étions une famille privilégiée. Beaucoup d'hommes demandèrent la main de ma sœur aînée Kadria, mais comme d'habitude, elle les refusa tous. Mon amitié avec mon père s'approfondit. Il était pour moi un modèle. Il priait, jeûnait, faisait l'aumône et était aimé par tout le monde. Il m'apprit à prier. J'étudiais quelques versets coraniques à l'école. Je devins de plus en plus proche de Dieu, mais je le craignais et le redoutais. Nous restâmes à Minia El-Kam 3 années remplies de bonheur. Nous gagnâmes l'amour et le respect de tout le peuple. Je me réjouissais des fêtes et des jours de congés religieux, car les maires des villes avoisinantes nous invitaient à passer les fêtes dans les champs. Je me rappelle qu'une fois, un maire nous invita à sa ferme. Nous allions à dos d'âne, nous traversions de petits canaux, nous regardions les pigeonniers, les poulaillers et les animaux domestiques. J'aimais regarder la cuisson du pain dans les fours du village. L'odeur appétissante de la pâte me rappelait la maison de mon grand-père, que nous visitions rarement après le décès de ma grand-mère, et où se faisait la cuisson du pain. La famille se déplace à Kenna, une mauvaise expérience. Je n'oublierai pas ce jour où mon père revint tôt à la maison avec un air triste. Je pleurais beaucoup sans en savoir la vraie raison. Mon père m'étreignit en me disant « Je suis ok. Naed, ne pleure pas. Toute l'affaire, c'est que je suis affecté en Haute-Égypte pour la 2e fois. » Je demandai « Où et pourquoi ?» Il répondit tristement « Dans la province de Kenna. » J'ai été nommé directeur de la prison pour détenus politiques, avec une importante augmentation de salaire, mais c'est une position difficile. Il est difficile de traiter avec les prisonniers politiques. Certains d'entre eux occupaient une haute position, ou bien ils viennent de familles réputées ou encore ils nous sont apparentés. Ma mère pleurait, ce qui me toucha profondément car nous nous aimions tendrement. Elle ne me punissait jamais, car j'essayais toujours de lui plaire et je m'abstenais de faire ce qui pouvait la contrarier. Elle avait l'habitude de dire « Quand je regarde Naed, elle sait ce que je veux. » Nous étions tous tristes et nous pleurions, mais il n'y avait rien d'autre à faire que d'obéir aux autorités et partir pour Kenna. Nous prîmes le train qui mit 10 heures pour atteindre Kenna. Le voyage fut exténuant. Quand nous arrivâmes, le chef de police de la prison nous attendait. Il nous amena dans un hôtel pour touristes, en attendant nos bagages. L'hôtel était en face de la tombe du cheikh Abdelrahim El-Kenavi, un saint musulman. Mon père déclara qu'il allait visiter cette tombe, et demanda si quelqu'un voulait accompagner. Comme il me regardait, je répondis avec enthousiasme. Nous allâmes à la tombe qui jouxtait une mosquée de même nom. À la porte de la tombe, le cheikh responsable accueillit mon père qui portait la livrée d'officier, et déclara que la jeune dame devait passer par la porte réservée aux dames. J'avais alors 13 ans, et je fus choqué que mon père me laisse entrer par la porte des dames. L'aspect des femmes était hideux. Pourquoi ne pouvais-je pas rester avec mon père ? Une femme s'approcha de moi, et me demanda si j'étais du Caire. À ma réponse affirmative, elle me dit « Vous êtes maintenant en Haute-Égypte. Et vous devez suivre nos coutumes. » La visite de la tombe de ce prétendu saint musulman fut mon premier choc dans cette cité. J'attendis patiemment et longuement le retour de mon père pour qu'il me ramène à l'hôtel. Je décidai de ne jamais retourner dans cet endroit, même en compagnie de mon père. Nous demeurâmes 1 semaine à l'hôtel jusqu'à ce que la maison fût prête. Celle-ci n'était ni aussi spacieuse ni aussi belle que la précédente. La tristesse que je vis sur le visage de ma mère et de mes sœurs plus âgées que moi déteignit sur moi. Le lendemain matin, Siam et moi allâmes à l'école intermédiaire. Nadia et Ahmad à l'école élémentaire, et Mohammad à l'école secondaire. Kadria demeura à la maison, avec ma mère. Je ne fus pas heureuse dans cette école bien qu'elle fût grande, et que nous fussions traités d'une manière spéciale. Quelque chose que j'ignorais m'effrayait. J'entendis un jour le bruit d'une dispute entre mon père et ma mère, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Ma mère respectait mon père,
et avait l'habitude de lui obéir en tout. Mon père aimait ma mère, et je ne l'avais jamais vu faire quelque chose de déplaisant à son endroit. Nous nous précipitâmes dans la chambre et trouvâmes notre mère pleurant. Elle dit : « Votre père est le directeur de la prison des détenus politiques. Il devait être très ferme avec les prisonniers. Or, il achète de la nourriture spéciale et la leur fait parvenir secrètement. Il refuse de les traiter durement parce qu'ils viennent de familles nobles et occupées des situations élevées dans la société. Il a honte de les maltraiter. » Retraite prématurée de mon père et départ pour le Caire. Je regardais mon père avec amour et respect. « Vous êtes merveilleux, ô mon père, et je vous aime et vous respecte chaque jour davantage. » Mon père ne prononça pas une seule parole. Tout ce qu'il nous dit : « Allez à vos chambres, je résoudrai ce petit problème. » Peu de temps s'écoula, et j'entendis ma mère dire à Kadriya que nous avions des ennuis. Un général du ministère de l'Intérieur du Caire doit venir pour enquêter avec votre père qui a refusé de m'écouter. Mon père revint tôt du travail et il était tout triste, incapable de retenir ses larmes. Je n'avais pas vu mon père pleurer depuis la mort de mon grand-père. Que s'était-il passé ? Mon père répondit d'une voix bouleversée : « Je ne me serais pas attendu à un châtiment si dur. J'ai été mis prématurément à la retraite. Je me retirai dans ma chambre pour pleurer avec Kadriya et Siam. Mon père vint nous consoler et nous dit : « De toute manière, je ne suis pas heureux dans cette ville et remercie Dieu de n'avoir pas été renvoyé. J'irai au Caire et je porterai ma cause en justice et si Dieu le veut, je serai réintégré dans mes fonctions. Je vous prie de ne pas pleurer. » Mon père réussit à adoucir le choc. Une fois de plus, nous préparâmes nos bagages pour partir. Mon père nous devança au Caire pour nous y préparer un logement provisoire en attendant un appartement dans le quartier des officiers à Abbassia. Nous aménageâmes dans le carré Kit-Kat, dans un petit appartement provisoire que nous aurions à garder une année entière au moins. Nous nous habituâmes graduellement à cette situation. Chacun de nous alla à sa nouvelle école. Nous étions, Siam et moi, en dernière année à l'école intermédiaire. Mon père passa beaucoup de temps à nous aider dans nos études. Nous obtînmes le certificat à la fin de l'année. Mes résultats me qualifièrent pour l'école secondaire. Il n'en fut pas de même pour Siam qui dut s'inscrire dans une école secondaire technique, l'école Orman pour filles. Je me sentais solitaire, privé de la compagnie de Siam. Ma sœur me manque, elle si belle, si bonne et si gentille. J'en fus affecté au point de détester mon école, d'étudier mal et d'échouer une matière, ce qui m'obligea à recommencer mon année, un choc pour moi comme pour ma famille. J'en étais humilié, c'était la première fois de ma vie que j'éprouvais le sentiment de défaite. Nous obtînmes notre nouvel appartement qui était de haut rang, comme ceux réservés aux officiers de police à Abbassia. Spacieux et propre, il était au 2e étage d'un immeuble qui en comptait 12 et qui était situé dans la rue Ahmad Saïd. On pouvait l'apercevoir de loin. L'immeuble comptait 2 ascenseurs, l'un pour les meubles et l'autre pour les personnes. Mon père nous dit sur un ton badin que ce serait notre dernier logement. Nous le quitterions pour nous marier, alors que notre mère et lui le quitteraient pour la tombe. Nous protestâmes, après une longue vie. Mon père me rappelait une fois de plus, la mort et la tombe. Je priais Dieu de garder longtemps en vie les membres de ma famille. Je ne voulais en perdre aucun. Mon père présenta une demande à la cour pour retrouver son ancien poste, dont il avait été évincé prématurément. La décision de la cour pouvait prendre des années. Mon père m'inscrivit à l'école secondaire expérimentale pour filles d'Abbassia, une nouvelle école située près de notre maison. Je commençai l'école avec enthousiasme grâce aux encouragements de mon père, qui m'a aidé à retrouver confiance en moi-même. Cette année 1956, j'ai étudié beaucoup et j'obtins de bons résultats. Je montais de grade dans la section sciences et j'étais très heureuse. Le mariage de Kadriya, ma sœur aînée. Le temps passa et finalement ma sœur aînée Kadriya épousa un jeune homme du nom de Ahmad Rafat Abdel Fattah. Il avait des cheveux jaunâtres et des yeux bleus, était grand et de belle apparence. Il était originaire de Chebin el-Kom, où nous avions vécu quelques années. Je compris dès lors pourquoi Kadriya avait refusé tous les prétendants qui s'étaient présentés. Elle aimait Ahmad et attendait qu'il termine ses études.
C'était la première fois que j'entendais parler d'un amour qui avait un bon dénouement, le mariage. Fréquentation du club des officiers de police. Je désirais, moi aussi, trouver quelqu'un que j'aimerais, et avec qui je me marierais. J'étais encore jeune, âgé de 14 ans. Il est vrai que des changements physiques et psychologiques me donnaient la sensation d'être une jeune dame, mais je devais attendre de trouver la personne qui mériterait mon amour. Je n'ai pas eu à attendre longtemps puisque j'ai rencontré quelqu'un dans l'ascenseur de l'immeuble où nous demeurions. Il me demanda mon nom et je répondis timidement « Naed ». Il me dit qu'il s'appelait Abdelrahman et qu'il vivait avec ses parents et sa sœur Wafa'a au 7e étage du même immeuble. L'ascenseur s'arrêta au 2e étage, et j'aurais désiré parler plus longuement avec lui car mon cœur battait très fort. Il m'ouvrit la porte et dit « Je souhaite vous revoir au club des familles de la police à Jazeera. Nous fréquentons ce club chaque jour de vacances, et seulement les vendredis de l'année académique. Je suis certain que votre père est membre de ce club. » Mon père y était membre en effet, et chacun d'entre nous avait une carte d'identité pour y accéder. J'exprimais le désir de fréquenter le club, et toute la famille m'y encouragea. Quand vint le congé d'été, j'y ai rencontré plusieurs fois Abdelrahman. Nos rencontres étaient... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.